Corée du Nord est de nouveau aux prises avec ses vieux démons. La Corée du Nord lance 4 nouveaux missiles de courte portée vers la mer. Depuis une semaine, la Corée du Nord procède à des dizaines de tirs de missiles, dont l'un a atterri près des eaux territoriales du Sud, ravivant les tensions entre les deux Corées. Autant vous dire qu'avec la ligne dure du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, la Corée du Sud n'est pas restée les bras croisés. Séoul déploie des avions furtifs après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens. En moins d'un mois, le régime totalitaire de Kim Jong-un a relancé le programme d'essai nucléaire. Pyongyang a tiré plusieurs missiles balistiques dont certains ont survolé le Japon et d'autres sont retombés de l'autre côté de la frontière maritime avec la Corée du Sud. Un événement d'autant plus grave car c'était la première fois de l'histoire que cela se produisait. La Corée du Sud dénonce une invasion territoriale sans précédent après de nombreux tirs de missiles par la Corée du Nord. Même que la Corée du Nord a lancé plus de 20 missiles le même jour de l'exercice conjoint de grande ampleur Vigilant Storm entre les États-Unis et la Corée du Sud. Un exercice qui impliquait plus de 240 avions. Fini le rapprochement entre Trump, Kim Jong-un et Moon Jae-in, l'ex-président sud-coréen, place aux provocations armées du régime nord-coréen. C'est vrai que c'est pas la première fois que Pyongyang effectue des tests de cette nature, mais on observe quand même un changement d'échelle, on est passé au cran supérieur. Alors oui, la Corée du Nord avait procédé au lancement de 2 missiles balistiques qui avaient survolé le Japon, déclenchant toutes les alarmes du pays et forçant les Japonais à se réfugier dans des abris anti-aériens. En mars 2022, rebolote. Mars 2022, un missile nord-coréen s'écrase dans les eaux territoriales du Japon. Mais la dernière vague de missiles est prise très au sérieux par la communauté internationale. Elle a commencé le 3 octobre 2022 par le tir de Pyongyang d'un missile à moyenne portée qui s'est écrasé dans l'océan Pacifique après avoir survolé le Japon. Mais le survol du Japon par un missile nord-coréen, tout comme un impact dans les eaux territoriales sud-coréennes, comporte une charge symbolique très lourde de sens. Kim Jong-un a enfoncé le clou en déclarant que le temps du dialogue était révolu. Il applique à nouveau la doctrine Songun, c'est-à-dire faire de la Corée du Nord un régime militaire autarcique. C'est un point tournant pour la communauté internationale, mais aussi pour la population nord-coréenne qui sera la première perdante vu que l'espérance d'une paix durable s'éloigne de jour en jour. C'est aussi le retour à la politique de confrontation directe et permanente avec la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. En plus, la trajectoire du dernier tir balistique nord-coréen au-dessus du Japon était beaucoup plus horizontale et à une altitude nettement inférieure à l'accoutumée. Les autorités sud-coréennes ont indiqué que le missile du 3 octobre 2022 avait parcouru 4600 km à 950 km d'altitude et à Mach 17, soit 17 fois la vitesse du son. Et ça, c'est en condition d'entraînement. On ignore quelles seraient les performances réelles durant un conflit de haute intensité et avec une ogive nucléaire à bord. Ces missiles, les Hwasong-12, pourraient rentrer dans la catégorie des missiles hypersoniques beaucoup plus durs à intercepter. En plus, la portée de ces nouveaux missiles confère à présent à la Corée du Nord la possibilité d'attaquer l'île de Guam qui fait partie du territoire états-unien. Et c'est pas une petite île inhabitée, c'est un élément central de la capacité de projection de l'armée états-unienne en Asie-Pacifique. C'est là qu'elle stocke ses munitions, son matériel militaire et peut-être même des ogives nucléaires. Désormais, les États-Unis sont à portée d'une attaque nord-coréenne. Auparavant, Pyongyang n'avait jamais réussi à tirer un missile balistique aussi loin, et le régime nord-coréen a bien l'intention d'en profiter pour faire pression sur Washington. Donc, à quel point la Corée du Nord a-t-elle réussi à développer son programme balistique? Quelles sont ses capacités réelles en cas de guerre ouverte et comment ça va impacter le rapport des forces dans la région? Accroche-toi, on commence. Le retour de l'équilibre de la terreur. La Corée du Nord fait souvent référence à la Libye de Mouammar Kadhafi. Aux yeux du régime nord-coréen, c'est l'arrêt du programme nucléaire libyen en 2003 qui a mis Kadhafi en position de vulnérabilité et qui a fini par précipiter sa chute en 2011, notamment du fait de l'intervention française. C'est aussi ce qu'il s'est passé avec l'Ukraine. Dès le moment où elle a rendu à la Russie les ogives nucléaires soviétiques qui étaient sur le sol ukrainien, elle a perdu l'un de ses seuls moyens de pression. Et on se retrouve quelques années plus tard avec une invasion russe de l'Ukraine. Le dictateur nord-coréen a su tirer les enseignements de cette leçon. Kim Jong-un craint que le même sort lui soit réservé s'il venait à renoncer à l'arme nucléaire. En soi, c'est tout à fait logique comme raisonnement. L'arme nucléaire est l'assurance vie par excellence. Les enjeux sont trop importants pour risquer une intervention militaire et un renversement du régime. Et c'est bien leur seul atout. Du point de vue de l'arsenal conventionnel, la Corée du Nord est à des années-lumière du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis. Du coup, ça fait 20 ans que la Corée du Nord a adopté une doctrine militaire insolite. Elle veut décourager toute puissance étrangère d'envahir son territoire, non pas en développant une capacité de défense digne de ce nom, mais en menaçant d'avoir recours à des bombes nucléaires. Leur usage entraînerait un coût matériel, environnemental et en vie humaine si élevé qu'aucun pays ne serait prêt à se risquer à intervenir militairement en Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée ou l'équilibre de la terreur.
Or, plus les missiles balistiques nord-coréens sont puissants, agiles, rapides et à longue portée, en gros, plus le territoire états-unien est menacé, plus le régime nord-coréen a d'atouts en main pour faire pression sur Washington. La première étape, c'était de militariser le nucléaire en développant des bombes atomiques. À présent que cette étape est franchie, la priorité pour Pyongyang, c'est de développer des missiles balistiques assez puissants pour atteindre le territoire états-unien tout en déjouant les systèmes de défense antimissiles. Pour l'heure, les cibles réalistes, ce sont l'île de Guam, mais aussi Hawaï et la base militaire états-unienne d'Okinawa, qui compte 80 000 citoyens US, dont 30 000 soldats et leurs familles. Donc Pyongyang se met à l'abri tant d'une invasion territoriale que de tentatives de renversement de son régime. Surtout que les dirigeants nord-coréens misent tout sur l'imprédictibilité, ils sont irritables et impulsifs. C'est ce que certains ont baptisé la stratégie du chien enragé. Bon soit, rien de nouveau. Mais comment la Corée du Nord a-t-elle réussi, malgré son retard technologique et économique évident, à développer des missiles balistiques hypersoniques à charge nucléaire? En fait, c'est très bête. Le programme d'armement nucléaire a été la grande obsession du régime nord-coréen au cours des dernières décennies. On estime que tous les ans, la Corée du Nord accorde entre 20 et 30% de son budget à la défense. C'est énorme! Pour vous donner une idée, les USA, c'est seulement 7,93% de leur budget. Bon, après, la comparaison n'est pas non plus forcément pertinente, vu que les États-Unis ont investi 684 milliards de dollars dans leur défense, alors que pour la Corée du Nord, on ne parle que de 7 à 11 milliards de dollars. En revanche, les salaires ne représentent qu'un infime poste de défense du budget nord-coréen. Les généraux 4 étoiles sont rémunérés à hauteur de 1000 $ par mois, ce qui est franchement pas mal compte tenu du salaire moyen de la population nord-coréenne. Les fantassins du rang, eux, sont payés entre 10 et 40 $ par mois. Et ça, c'est pour ceux qui font carrière dans l'armée. Ceux qui sont mobilisés pour leur service militaire, c'est encore moins. Tout ça pour dire que les salaires, la chair à canon, ça coûte presque rien au régime, qui a donc beaucoup plus de ressources à accorder à son programme d'armement nucléaire et à la défense de ses frontières. Vous risquez pas de voir en Corée du Nord des avions de combat de dernière génération, ou même de l'avant-dernière génération, ni de navires de chars ou d'artillerie moderne. Ils savent qu'ils sont incapables de rivaliser avec leurs voisins. En revanche, ce qui est ultra contre-intuitif, c'est que développer des armes nucléaires, c'est très bon marché. La principale raison pour laquelle davantage de pays n'ont pas la bombe atomique, c'est parce qu'ils se sont engagés dans le traité de non-prolifération, pas à cause du coût ou des limitations technologiques. Ça mérite plus de détails. En 2016, les autorités sud-coréennes ont estimé que le programme d'armement nucléaire aurait coûté à la Corée du Nord entre 1,1 milliard et 3,2 milliards de dollars. Alors ça date d'il y a 6 ans et c'est clair qu'il faut ajouter encore quelques centaines de millions de dollars, mais même comme ça, c'est pas énorme à l'échelle d'un pays entier. La conclusion à tirer de tout ça, c'est que même les pays pauvres peuvent développer l'arme nucléaire. Certes, ça leur prendra plus ou moins de temps en fonction des contraintes techniques et logistiques, de l'approvisionnement en uranium enrichi et du stade de développement scientifique du pays. Mais on peut très bien imaginer les Nord-Coréens vendre leurs innovations industrielles au plus offrant. Un peu comme le Pakistan, on y revient tout à l'heure. En plus, les services de renseignement sud-coréens et états-uniens estiment que la Corée du Nord a largement financé son programme balistique et nucléaire à partir de piratage informatique, de manipulation des marchés, de crypto-monnaies et de trafic illicite. C'est un secret de polichinelle. Même les Nations Unies ont rapporté que le régime nord-coréen avait systématisé des opérations de contrebande, de narcotrafic ou vendu du matériel militaire à des pays pauvres sous sanctions ou à des organisations paramilitaires. C'est ce qui explique comment la Corée du Nord a réussi à financer son budget défense malgré les sanctions internationales. C'est de notoriété publique que le régime nord-coréen a tissé en Afrique des réseaux d'armement clandestins pour équiper seigneurs de guerre et États faillis. La surprenante et lucrative relation de la Corée du Nord avec l'Afrique. La Namibie avait passé un contrat avec une société nord-coréenne, Mansudae Overseas Project, pour construire une usine de munitions ainsi qu'une nouvelle académie militaire. Un cinéaste passe 10 ans à enregistrer secrètement les affaires louches de la Corée du Nord. S'appuyant sur des caméras cachées, le film fait la lumière sur des accords commerciaux triangulaires illégaux pour introduire clandestinement du pétrole russe en RPDC, des usines d'armement souterraines sur une île privée ougandaise et des réunions portant sur la vente d'armes nord-coréennes initialement destinées à la Syrie. Et ce ne sont que des exemples. Les cas sont beaucoup plus nombreux. Et même si c'est fascinant et qu'on aimerait rentrer plus en détail, on est obligé de passer à la suite. Alors, à quoi ça ressemble le programme balistique nord-coréen ? Une assurance tout risque. En fait, le programme d'armement nord-coréen se divise en 2 chapitres, la militarisation du nucléaire et le développement de missiles balistiques. On vous en parlait tout à l'heure, il faut savoir que la Corée du Nord a très largement bénéficié du savoir-faire d'une autre puissance nucléaire, le Pakistan. Étonnant quand on sait que le Pakistan est un allié, certes encombrant, des États-Unis. Mais il aura fallu attendre 2006 pour que la Corée du Nord réalise enfin avec succès son premier essai nucléaire. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la Corée du Nord est entrée dans le parc très privé des pays avec la bombe atomique. En revanche, pour ce qui est des missiles balistiques, la Corée du Nord s'y est prise autrement. Et c'est incontestable, depuis le lancement de son programme balistique à la fin des années 80, la Corée du Nord a fait d'énormes progrès. Et surprise, la technologie nord-coréenne se base sur celle de l'Union soviétique. La
grande majorité des missiles à courte portée nord-coréens sont des versions améliorées des missiles Scud. C'est leur nomenclature OTAN. Le tout premier missile nord-coréen était basé sur le missile soviétique R-17 Elb-Rus ou Scud B. Les moteurs à propelgol liquide et les systèmes de guidage sont de conception soviétique. C'est notamment le cas pour les missiles Hwasong 5, 6 et 7, dont certains ont même été exportés en Iran ou ailleurs. Mais les missiles Scud sont quand même limités technologiquement. Normal, les premières versions ont commencé à être développées dans les années 50. Donc, si les Nord-Coréens voulaient des missiles plus puissants, avec plus de portée, ils avaient besoin de moteurs plus efficaces au niveau du carburant et surtout plus robustes pour résister aux températures extrêmes qu'on rencontre à très haute altitude. Par conséquent, en 1999, le régime nord-coréen a officiellement créé les forces de missiles stratégiques. Depuis, le programme balistique a pris un virage à 180 degrés. Le pays a dédié tous ses efforts à la conception d'un nouveau type de missile 100% nord-coréen et avec des moteurs plus efficaces et capables de développer une forte poussée. Cette quête a abouti à 5 catégories différentes: des missiles sous-marins, des missiles de courte et moyenne portée, des missiles à portée intermédiaire et les terrifiants missiles intercontinentaux. En théorie, ce programme balistique et nucléaire aurait permis au régime nord-coréen de rééquilibrer le rapport de force avec ses grands rivaux, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Et là, on ne vous a parlé que de la portée et de la vitesse. Un autre facteur déterminant, c'est la puissance de ces ogives nucléaires. On estime que jusqu'à présent, le régime a réussi à développer des bombes d'une puissance comprise entre 15 et 20 kilotonnes, à peu près la même puissance que celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki en 1945. Autant vous dire que comparé aux standards des grandes puissances militaires, c'est minable. Un seul missile russe Satan II pourrait raser la France entière. Mais n'empêche qu'une bombe A de 20 kilotonnes, ça fait pas mal de victimes si la zone d'impact touche une ville, et puis derrière, il y a quand même les retombées radioactives. En revanche, un truc qui nous arrange bien, c'est que le régime nord-coréen n'a toujours pas réussi à miniaturiser le nucléaire pour équiper ces fameux missiles balistiques. Ils savent militariser le nucléaire et ils savent tirer des missiles. Par contre, la combinaison des deux, ils savent pas faire. Ça laisse une marge de manœuvre aux puissances rivales pour trouver l'issue la moins tragique. Bon, de notre côté, on passe à l'analyse de la structuration du programme. C'est lourd comme formulation, mais c'est un élément central pour la compréhension du sujet. Le régime nord-coréen a structuré son arsenal stratégique en fonction des cibles. On écarte les Scud de conception soviétique pour se concentrer sur les missiles de conception nord-coréenne plus modernes. Déjà, Pyongyang a développé le KN-23 qui lui permet de frapper avec précision n'importe quelle cible en Corée du Sud. C'est un missile à combustion solide qui a déjà été testé à plusieurs reprises depuis 2019. Il peut être lancé depuis des trains, des camions lance-roquettes et même des sous-marins. C'est aux côtés des Pukguksong 1 et 2 que vous voyez à l'écran, le troisième missile développé par la Corée du Nord qui peut être tiré depuis un sous-marin. Sa portée, 430 km. Mais ce qui fait de ce missile une arme terriblement dangereuse, c'est qu'avec une charge utile plus faible et une trajectoire déprimée, c'est-à-dire à basse altitude au lieu d'une trajectoire en cloche, le missile pourrait échapper à la plupart des systèmes antimissiles comme le THAAD états-unien. On passe ensuite aux missiles à moyenne portée et à portée intermédiaire. Ce sont les deux catégories où la Corée du Nord a déployé le plus d'efforts au cours de la dernière décennie. Et ce sont justement les missiles qui permettent d'atteindre le Japon et Guam, deux sites stratégiques pour les États-Unis. Le pouvoir dissuasif de ces missiles est énorme. Washington aborde la question du nucléaire nord-coréen avec beaucoup plus de précautions. Les missiles en question, le Musudan et le Hwasong 12, dont on estime la portée à 4000 et 4500 km respectivement, en sachant que l'île de Guam n'est qu'à 3500 km à vol d'oiseau des côtes nord-coréennes. Ces deux types de missiles sont tout à fait capables d'accueillir des charges nucléaires, manque plus que les scientifiques nord-coréens parviennent à miniaturiser leurs bombes atomiques. Le risque d'une frappe nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis deviendrait alors une réalité. Et pourtant, les missiles qui retiennent vraiment l'attention de la presse occidentale, ce sont les missiles balistiques intercontinentaux. Cette fois-ci, ce ne sont plus que des bases militaires états-uniennes en Asie-Pacifique qui sont concernées. L'Europe et l'Amérique du Nord deviendraient vulnérables à la menace nucléaire nord-coréenne du jour au lendemain. Les services de renseignement sud-coréens estiment que le régime nord-coréen a réussi à développer son premier missile intercontinental entièrement opérationnel et prêt à l'emploi. C'est un missile à 2 étages avec une portée de 10 400 km, assez pour frapper la côte ouest des États-Unis. Puis, il y a le Hwasong 15, une version améliorée du modèle précédent, toujours en développement et qui n'a été testé qu'une seule fois. On s'attend d'ailleurs à une nouvelle batterie de test dans les prochains mois. Ce missile balistique aurait une autonomie de 13 000 km. Et ça continue. Il y a aussi le Hwasong 17, mais on n'en est encore qu'au début de son développement. Alors, une question qu'on s'est posée pendant nos recherches et que vous aussi avez certainement dû vous poser, c'est comment la Corée du Nord a-t-elle réussi à mesurer la portée de ses missiles? Déjà que le pays est pas très grand, sa zone économique exclusive s'étend grand max jusqu'à 1000 km des côtes. Sauf qu'on vous parle de la Corée du Nord. Le droit international, la convention de Montego Bay, tout ça, ils s'en foutent. Ils tirent des missiles qui atterrissent dans la zone économique exclusive du Japon et balèquent des autorités japonaises.
En revanche, sous leurs apparences de gros durs, ils restent très conscients des problèmes de voisinage. Donc, pour éviter tout emballement, imaginez qu'on prenne un test de missile pour un tir en conditions réelles. Ils procèdent à une mise à feu à l'envers. Bizarre, dit comme ça. On t'explique. Plutôt que de tirer des missiles avec des trajectoires conventionnelles qui pourraient induire en erreur les systèmes de défense états-uniens, japonais et sud-coréens, ils tirent vers le haut. Forcément, le missile il monte et puis il redescend à quelques centaines ou milliers de kilomètres du point de départ. Ensuite, grâce à la magie des maths, ils peuvent transformer la hauteur verticale en distance horizontale. C'est plus clair dans cette infographie. Sous vos yeux, la trajectoire de missiles balistiques nord-coréens au cours de 3 essais entre juillet et novembre 2017. Le dernier correspond au lancement d'un missile Hwasong 15. Ces missiles atteignent des altitudes de 4500 km. À ce niveau-là, on parle d'exosphère. Ensuite, ils retombent en mer. Tout ça pour dire que c'est pas du bluff. La Corée du Nord a réellement développé des missiles balistiques très performants et qui nous placent tous à portée de la menace nord-coréenne. Manque plus que le régime parvienne à miniaturiser leurs bombes atomiques. Reste à savoir pourquoi la Corée du Nord procède maintenant à tous ces essais. Avant, chaque fois que la Corée du Nord réalisait des essais, elle s'exposait à de nouvelles sanctions internationales si et seulement si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité réussissaient à se mettre d'accord. Des sanctions pas très efficaces vu qu'elles ont probablement fait plus de mal au niveau de vie de la population nord-coréenne qu'à celui de l'élite dirigeante. Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le Conseil de sécurité n'arrive plus à se mettre d'accord sur rien. Jusqu'en 2018, pour faire plaisir aux États-Unis, la Chine utilisait un peu son influence sur le régime nord-coréen pour freiner son programme nucléaire. Puis, le déclenchement par l'administration Trump de la guerre commerciale sino-états-unienne a complètement découragé la Chine de collaborer avec les États-Unis. En plus, aujourd'hui, vu les difficultés rencontrées par l'armée russe en Ukraine, la Corée du Nord fournit des munitions à la Russie. En foutant le sboul, la Corée du Nord décrédibilise la communauté internationale et surtout le gouvernement états-unien. Les États-Unis accusent la Corée du Nord de tourner en ridicule le Conseil de sécurité de l'ONU. On en vient à l'actualité du moment, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Pyongyang, Beijing et Moscou veulent saisir cette opportunité pour mettre des bâtons dans les roues de l'administration Biden et faciliter la victoire des républicains. Victoire qui pourrait se traduire par le retour de Trump en 2024 ou de son héritier Ron DeSantis, ce qui est tout bénef pour la Chine, la Russie et la Corée du Nord. En tout cas, ces prochaines semaines vont être cruciales. Risque d'escalade dans la péninsule coréenne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation? Est-ce qu'on peut mettre fin au programme balistique et nucléaire du régime nord-coréen? Fait-on face à un risque réel d'anéantissement total? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, fais tourner et à très bientôt.